L'information. C'est un mot qu'on emploie de façon large, sans y donner un sens précis. Ça n'aurait a priori pas de sens de comparer l'information reçue suite à un échange dans une réunion avec l'information selon laquelle demain il fera beau. Et bien dans cette vidéo, on va définir l'information et lui donner un sens scientifique et quelque part universel, un peu comme une distance qu'on exprime dans une unité, le mètre, et qu'on peut manipuler, additionner. On va pouvoir faire la même chose avec l'information. Cette vidéo est donc une introduction à la théorie de l'information, avec dans le but, à la fin, de relier les concepts vus à leur utilisation en machine learning, et notamment, on pourra justifier l'utilisation du coût d'entropie croisée, qu'on a déjà rencontré sur la chaîne, dans le cadre de l'apprentissage supervisé, avec donc plusieurs classes à prédire. Alors commençons par aborder cette notion d'information. Supposons que je discute avec Alice, qui se trouve en Bretagne, et qui me communique le temps qu'il fait là-bas. Il pleut. À travers ce message, je reçois donc une information, le temps qu'il fait en Bretagne. Maintenant, supposons que je discute aussi avec une autre personne, Bob, qui lui se trouve à Paris. Et pas de chance pour lui, il me dit qu'à Paris, il pleut aussi. Là encore, je reçois de l'information. Mais on se rend compte intuitivement, les deux informations reçues ne se valent pas. Il pleut souvent en Bretagne, donc le fait qu'aujourd'hui il pleuve en Bretagne, ce n'est pas très surprenant, ou autrement dit, c'était quelque chose d'assez prévisible. À Paris, c'est différent. Le fait de savoir qu'il pleuve nous permet de mieux trancher sur le temps qu'il fait là-bas. Ça réduit davantage l'incertitude qu'on a sur la météo de Paris. On peut donc dire que la quantité d'informations donnée par Alice est plus petite que celle donnée par Bob. Désolé à nos amis bretons, mais il fallait trouver un exemple, et désolé aussi si les probabilités sont un peu exagérées. Alors faisons une autre expérience avec une pièce cette fois. Prenons d'abord une pièce équilibrée qu'on va lancer. Elle tombe sur pile. Ce lancer nous donne aussi de l'information puisque ça réduit notre incertitude sur l'état de la pièce, tout comme dans l'exemple précédent, les messages d'Alice et de Bob réduisaient notre incertitude sur la météo en Bretagne et à Paris. Et on se dit aussi que si la pièce était tombée sur face, ça m'aurait aussi évidemment donné l'information, et surtout en termes de qualité, c'est équivalent au cas où elle tombe sur pile. Alors maintenant, supposons qu'on prenne une pièce truquée. Elle tombe sur pile dans 99% des cas et sur face seulement dans 1% des cas. On lance la pièce et elle tombe sur pile. Là, c'est l'équivalent de la Bretagne de tout à l'heure. C'était très prévisible, donc l'information obtenue avec ce lancer est très petite. Par contre, si la pièce était tombée sur face, alors là, le lancer m'aurait donné énormément d'informations. On peut aussi parler de surprise. Ce lancer nous surprend beaucoup plus que le précédent, il était beaucoup moins prévisible. Et donc, on le voit, l'information qu'on reçoit à propos d'un événement, que ce soit la météo ou la position de la pièce, dépend de la probabilité de cet événement. Plus l'événement est probable, moins l'information est grande, et moins il est probable, plus l'information est grande au contraire. Une fois qu'on a dit ça, on va donc définir l'information associée à un événement comme étant un nombre qui a une unité physique qu'on appelle le bit. Et on définit un bit d'information comme étant la quantité d'information qui divise notre incertitude par 2. Avec l'exemple de la pièce équilibrée, obtenir le résultat d'un lancer nous donne donc un bit d'information. On passe de 2 possibilités, pile, face, à une seule, ici, pile. Maintenant, supposons qu'une personne lance 2 pièces équilibrées et que cette personne nous communique le résultat des 2 lancers, pile pour la première et face pour la seconde. Donc avant de savoir les lancers obtenus, il y avait 4 possibilités, face-face, face-pile, pile-face et pile-pile. La personne nous dit pile-face. On est donc passé de 4 possibilités à une seule. Notre incertitude a été divisée par 4, ce qui correspond en fait à 2 bits. L'incertitude est divisée 2 fois par 2. Alors jusque-là, on a vu des exemples où l'information nous donnait totalement le résultat, mais ce n'est pas toujours le cas. Toujours avec le 2 lancers, la personne peut très bien nous dire « il y a eu 2 fois le même lancer ». Dans ce cas-là, ça nous permet d'éliminer 2 possibilités. On n'a plus que face-face ou pile-pile. On a reçu donc un bit d'information puisqu'on passe de 4 possibilités à 2. Une autre manière de voir cela est qu'il nous manque maintenant un bit pour réduire totalement notre incertitude et connaître le résultat. Ce bit, il peut nous être donné par la personne qui nous dit le premier lancé est face. Donc dans ce cas-là, entre face-face et pile-pile, on n'a plus que face-face qui est possible. Donc au travers des 2 informations qui nous ont donné chacune un bit, on a reçu 2 bits. Et donc, on voit que l'information s'additionne. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une formule pour calculer l'information d'un événement ? On l'a dit, elle dépend de la probabilité de l'événement. Avec une pièce, 2 possibilités, on l'a vu 1 bit, donc ça c'est le cas des pièces équilibrées. 2 pièces, 4 possibilités, donc 2 bits. Et si on avait 3 pièces, il y aurait 8 lancers possibles. Donc la connaissance d'un lancer nous apporte 3 bits, puisqu'on divise 8
3 fois par 2 pour réduire notre incertitude à un seul lancer. Alors maintenant, relions ça aux probabilités. Chaque lancer est équiprobable. Donc pour une pièce, on a une chance sur 2 d'obtenir un certain lancer. Pour 2 pièces, la probabilité d'un certain lancer, c'est 1/4. Pour 3 pièces, 1/8, etc. On peut réécrire ces probabilités de cette manière en faisant apparaître une puissance de 2, 1 sur 2 puissance 1, 1 sur 2 au carré, 1 sur 2 au cube. Et on le voit, l'exposant finalement va nous donner le bit d'information. On peut réécrire ces probas de cette façon pour ensuite prendre le logarithme en base 2 pour justement récupérer l'exposant. Donc log de p, c'est le nombre tel que 2 puissance log de p valent p. Et on n'a plus qu'à prendre l'opposé de ce log p pour obtenir finalement l'information en nombre de bits. Donc dans ces 3 cas, les événements de probabilité p apportent chacun une information de moins log p en bits. Alors évidemment, on pourrait faire de même avec un 16e, un 32e, etc. C'est-à-dire avec des événements qui à chaque fois divisent notre incertitude par une puissance de 2 et qui correspondent à des nombres entiers de bits d'informations apportées. Mais évidemment, il y a plein d'autres valeurs de probabilité. Et bien pour les valeurs de probabilité en général, on va utiliser cette même formule, moins log de p, pour obtenir l'information. Finalement, on généralise, quelque sorte, cette idée de n bits divise l'incertitude par 2 puissance n, mais avec n'importe quelle valeur de n positive, donc elle peut être à virgule, ce n'est pas un problème. Remarquons que cette définition reprend bien ce qu'on a vu dès le début de la vidéo. Plus l'événement est probable, moins l'information apportée par sa réalisation est grande, on le voit sur le graphe. Et au contraire, plus il est rare, plus il est informatif. On est maintenant en mesure de comprendre la formule de l'information, qu'on note souvent I de P, d'un événement de probabilité P. Moins log de P, où log est le logarithme en base 2. Alors avant de passer à autre chose, j'aimerais vraiment insister sur le fait que cette définition moins log de P est bien cohérente avec n'importe quelle valeur de P, pas juste un demi, un quart, etc. Donc par exemple, prenons un événement qui a 18% de chance d'arriver. D'après la formule précédente, cela correspond à 2,5 bits d'information lorsqu'il arrive. Donc un tel événement divise en fait l'incertitude par 5,66, 1 sur 0,18, et 5,66 est égal à 2 puissance 2,5. Donc on retrouve bien la formulation et qu'il faut retenir que n bits divise l'incertitude par 2 puissance n. Maintenant qu'on a bien étudié le concept d'information, on va voir un second concept très important, l'entropie. Alors l'entropie c'est quoi ? Eh bien c'est l'information moyenne qu'on reçoit. Si on reprend l'exemple de la pièce équilibrée, il y a 50% de chances qu'elle tombe sur pile et qu'on reçoive un bit, et 50% de chances qu'elle tombe sur face et qu'on reçoive aussi un bit. Donc en moyenne, on reçoit un bit. Bon, ce n'est pas très intéressant. Avec la pièce truquée, c'est un peu différent. Dans la grande majorité des cas, on ne reçoit que très peu d'informations. Et seulement dans 1% des cas, on reçoit beaucoup d'informations. Donc en moyenne, si on fait la moyenne de ces informations en pondérant par les probabilités à chaque fois, on ne reçoit que 0,024 bits d'informations. Donc plus généralement, voici comment évolue l'entropie qu'on note H en fonction de la probabilité de tomber sur pile. L'entropie est la plus élevée pour une pièce équilibrée. C'est là où l'incertitude est la plus grande. Et plus on se rapproche d'un extrême, plus cette entropie tombe à zéro, c'est-à-dire qu'on reçoit de moins en moins d'informations en moyenne à mesure que les lancers deviennent de plus en plus déterministes, de plus en plus prédictibles. Ici on a mis H de D en appelant donc D la distribution suivie par les lancers d'une pièce. Si on reprend l'exemple de la vidéo, on se doute qu'Alice va nous donner des messages avec une basse entropie, tandis que les messages de Bob auront eux une entropie plus élevée. Et c'est bien le cas si on fait le calcul. 1,29 bits pour Alice et 1,58 bits pour Bob. Si on récapitule, l'information est définie pour un événement et se calcule de cette façon pour un événement de probabilité P. Et l'entropie est elle définie pour une distribution d'événements ou de probabilités, notée D, et se calcule en faisant la moyenne de l'information reçue lors de la réalisation de chaque événement de cette distribution. Et cette entropie, elle va nous dire à quel point une distribution se rapproche de la distribution uniforme. Plus une distribution est déterministe, c'est-à-dire facile à prévoir à l'avance, moins son information moyenne, son entropie, va être grande. C'est l'exemple de la Bretagne. Au contraire, plus la distribution se rapproche de la distribution uniforme, plus l'entropie sera grande, car n'importe quel tirage nous donnera beaucoup d'informations. C'est l'exemple de Paris. Alors ça rejoint aussi l'entropie physique d'un système qui mesure son désordre en quelque sorte. Peu d'entropie correspond à un système ordonné, facile à prévoir, sur lequel on a beaucoup de connaissances, tandis que beaucoup d'entropie correspond à un système diffus, mélangé et difficile à prévoir. Ce qui est pratique aussi avec cette entropie, c'est qu'elle nous permet en un coup d'œil de pouvoir comparer une distribution donnée avec une distribution uniforme équivalente.
Par exemple, si une distribution a pour entropie 2,3 bits, on sait aussi que la distribution uniforme à 5 événements admet aussi 2,3 bits pour entropie, puisque 2 puissance 2,3 vaut presque 5, ou encore log 2 de 5 vaut 2,3, c'est équivalent à dire. Et donc au final, tirer au hasard parmi les distributions initiales ou bien choisir un nombre entre 1 et 5, ça nous donne la même information en moyenne. On a donc introduit les notions d'information et d'entropie. Mais alors, quel est l'intérêt pour le machine learning ? Alors prenons la configuration suivante. On va observer une image d'un animal, ici un oiseau, et en plus de cette image, on va recevoir une étiquette qui nous précise quel animal est présent dans l'image. Et cette étiquette, elle va être tirée au hasard parmi 4 possibilités selon une distribution de probabilité P. Alors, tirée au hasard, pas vraiment, puisque la distribution de probabilité va attribuer 100% à la vraie classe, l'animal qui apparaît, ici oiseau, et 0% aux autres classes. Mais on peut quand même voir ça comme une distribution de proba. Si l'on calcule l'entropie reçue lors de l'information d'une étiquette, on obtient évidemment 0 bit. Alors maintenant, imaginons qu'on ne connaisse pas les vraies probabilités de chaque classe, mais à la place, après avoir reçu l'image, on va créer une estimation de probabilité, qu'on va appeler Q, pour chaque classe. On peut donc se demander quelle est maintenant l'information moyenne reçue à chaque fois qu'on voit l'étiquette, étant donné nos croyances. On va donc calculer finalement une entropie, une information moyenne, mais pas n'importe laquelle. Avec l'exemple, si on apprend que l'image est l'image d'un oiseau, quelle va être l'information reçue ? Bien, comme on l'a dit, ça va être moins log de probabilité de l'avoir à la classe oiseau. Seulement là, on cherche l'information reçue finalement de notre point de vue, à partir de nos croyances, à partir de notre distribution de probabilité. Donc on va utiliser notre probabilité pour la classe oiseau, ici 0,2. Et donc idem dans le cas où l'on reçoit l'étiquette de chat, chien ou cheval. On va à chaque fois utiliser nos probabilités. Par contre, ce qui ne change pas, ce sont les probabilités de recevoir les étiquettes. Là, peu importe nos croyances, ces probabilités sont dictées par la vraie distribution inconnue de l'observateur, c'est-à-dire nous. On peut donc calculer ce qu'on appelle une entropie croisée. La vraie distribution de probabilité est utilisée comme coefficient pour faire la moyenne, et la distribution estimée est utilisée pour les calculs d'informations. On la note également H comme l'entropie, mais en précisant en premier la distribution de référence, donc la vraie distribution P, et en second la distribution prédite qu'on note souvent Q. Et pour ce cas, comme P est très simple, en fait l'entropie croisée se simplifie et il nous reste juste l'information pour la classe correcte, oiseau, donc moins log de 0,2 ou 2,32 bits. Et en général, en machine learning, on utilise l'entropie croisée avec P qui est très simple, donc comme on le voit ici, mais ça marche aussi avec P, une distribution quelconque, on en reparlera en fin de vidéo. Alors, qu'est-ce que représente cette entropie croisée ? Eh bien, par construction, c'est donc l'information moyenne que l'on croit recevoir. Et pour bien comprendre, je pense qu'ici c'est assez pertinent de voir l'information comme de la surprise. Cette entropie croisée de 2,32 bits, c'est la surprise moyenne provoquée par la révélation de chaque étiquette. Elle dépend donc de la probabilité qu'on a assignée à la bonne classe. Plus celle-ci est basse, plus la surprise sera grande. Et oui, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour nous, c'est un événement peu probable, ici 5%, donc sa réalisation nous donne beaucoup d'informations, 4,32 bits en l'occurrence. Et au contraire, plus cette probabilité est grande, moins, on l'a dit, l'étiquette nous apporte d'informations ou de surprises. Et le cas extrême, et qu'on souhaite atteindre, c'est une surprise de 0 bit. On n'est absolument pas surpris de voir la vraie étiquette. Donc vous l'avez compris, finalement, notre but, ça va être de réduire la surprise que l'on a, ou plutôt que le modèle a, sans faire d'anthropomorphisme, lorsqu'il observe l'étiquette d'une image donnée. Je trouve cette phrase assez pertinente car elle est à la fois intuitive et explique bien, étant donné ce qu'on a vu plus tôt, l'utilisation du coût d'entropie croisée pour la tâche de supervision. Donc par exemple, dire si l'image est une image d'un chat, d'un chien, etc. Minimiser l'entropie croisée, c'est minimiser la surprise de découvrir la vraie classe d'une entrée donnée. Et lorsqu'on entraîne un modèle à faire de la classification, on lui donne plusieurs exemples. Et pour chaque exemple I, ici de 1 à 7, on a une distribution déterministe réelle PI, inconnue, et après avoir fait passer l'entrée dans le réseau, on a aussi une distribution prédite QI. Donc pour chaque exemple, on obtient une entropie croisée. Et on définit le coût total comme étant l'entropie croisée moyenne sur l'ensemble des exemples vus. Par exemple, lorsqu'on entraîne un réseau de neurones à classifier des images d'animaux et qu'on obtient un coût de 0,45 nats, ça veut dire qu'en moyenne, lorsqu'on donne au modèle la vraie réponse d'une image, sa surprise est de 0,45 nats.
Alors, qu'est-ce que sont les nats? C'est tout simplement une autre unité pour l'information, obtenue non pas en prenant le logarithme en base 2, mais le logarithme népérien ou naturel, ou logarithme en base E, c'est la même chose. Les deux unités, le bit et le nat, diffèrent seulement d'une constante multiplicative, et en pratique, PyTorch par exemple, utilise le logarithme naturel pour des questions d'optimisation avec la fonction softmax qui est utilisée juste avant pour calculer les probabilités. Et donc 0,45 nats correspond ici à 0,65 bits. Donc 0,45 nats, ça correspond à un événement de probabilité exponentielle moins 0,45, c'est-à-dire 0,64. Et donc ça veut dire que pour le modèle, recevoir la vraie étiquette est un événement de probabilité 0,64, ça c'est en moyenne sur toutes les images. Donc c'est bien, puisque 0,64 c'est au-dessus de 0,25, qui est la probabilité uniforme dans le cas de 4 classes. Souvent, on utilise aussi le terme de perplexité pour désigner l'inverse de cette probabilité. Donc la perplexité, c'est juste exponentielle du coup, et ça traduit le nombre de classes sur lequel le modèle est perplexe ou hésite à choisir. Mais est-ce qu'on peut en dire plus? Eh bien oui, en fait on peut démontrer que 0,64 c'est la probabilité moyenne assignée par le modèle à la bonne classe, mais moyenne en fait au sens géométrique. Ici cette fois, P1, P2, etc. Ce ne sont pas des distributions, ce sont les probabilités assignées à la vraie classe par le modèle sur chaque exemple. Et donc par inégalité de Jensen, en fait 0,64 c'est un minorant de la moyenne de la probabilité assignée à la bonne classe, cette fois au sens arithmétique. Voilà, comme ça en un coup d'œil, ou presque, on peut voir à quoi correspond une certaine valeur de coût de notre modèle. Ça nous dit qu'en moyenne, il a une telle probabilité de prédire la bonne classe. Une autre chose utile à savoir à propos de ce coût, c'est la valeur qu'il doit prendre à l'initialisation de votre modèle. Une bonne initialisation implique que le modèle doit attribuer une même probabilité à toutes les classes. On ne veut pas qu'il soit biaisé dès le départ vers une classe. Et ça se traduit par une probabilité de 1 sur C attribuée à chaque classe, où C est le nombre de classes. Et cette distribution, elle a une entropie de ln de C. Donc au début de l'entraînement, un bon réflexe, c'est de calculer ce ln de C et de s'assurer qu'il corresponde bien à la valeur initiale du coût. On a donc vu pourquoi est-ce qu'on utilise l'entropie croisée comme un coût pour un problème de classification en machine learning. Maintenant, on va voir comment tout ça s'applique au modèle de langage et comment ce coût d'entropie croisée va pouvoir nous aider à savoir à quel point nos modèles de langage peuvent être utilisés en tant que compresseurs de texte. Alors tout d'abord, lorsqu'on entraîne un modèle de langage, on l'entraîne aussi à faire de la classification. Au lieu d'avoir 4 classes d'images, le modèle doit attribuer une probabilité à tous les mots d'un dictionnaire. Il doit en fait choisir un mot parmi tout le dictionnaire. Donc on lui donne un contexte de mots en entrée, il prédit une distribution sur l'ensemble des mots du vocabulaire qui représente selon lui le mot suivant. Et donc ici, il attribue au mot quantifié la plus haute probabilité. Et si l'on regarde le vrai mot qui suit dans la phrase, il se trouve que c'est aussi quantifié. On va également, donc comme tout à l'heure, calculer un coût d'entropie croisée, c'est l'information ou la surprise apportée par la révélation de la bonne réponse quantifiée, ici 0,3 bits. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. On sait, le plus souvent, on utilise les LLM pour générer du texte, mais en fait, ils peuvent aussi être utilisés pour compresser du texte. Alors imaginons qu'on veuille compresser le mot machine dans cette phrase. On va donner tout le contexte de mots qui précède machine au modèle, et il va nous donner une distribution de probabilité sur le prochain mot. Et dans cette distribution, on regarde la probabilité attribuée au vrai mot machine. Donc là, on a accès au mot machine, puisqu'on ne veut pas générer une phrase, mais on veut la compresser, donc on a accès à la phrase source. Et cette probabilité, elle correspond ici à une information de 2,35 bits. Ça veut dire que le modèle a besoin finalement de 2,35 bits d'information pour se rappeler, pour stocker le fait que le mot suivant est machine. Et oui, par exemple, imaginons qu'il avait prédit une proba de 1 pour machine. Dans ce cas, l'information comme quoi le vrai mot est machine est de 0 bits. Il n'y a aucune surprise. Dans ce cas-là, ça traduit le fait que le modèle est absolument sûr du mot machine. Il n'a finalement pas besoin d'informations en plus, toute l'information pour déduire cela est déjà contenue dans ses paramètres. Et plus la probabilité prédite pour machine s'éloigne de 1, plus il a besoin d'informations pour compenser le fait qu'il ne soit pas certain que machine soit le prochain mot. C'est pour ça qu'avec l'exemple précédent, il a besoin de 2,35 bits pour stocker l'information qui lui manque. Donc quand un modèle obtient un coût moyen de, par exemple, 2,1 nat sur du texte en anglais, ça veut dire qu'en moyenne, il a besoin de 2,1 nat ou 3 bits pour encoder la présence d'un certain mot dans un texte. Alors en réalité, c'est 3 bits pour un token, plutôt que pour un mot, et un token c'est en moyenne 3/4 de mot ou 4 caractères, donc si on ramène ça au niveau du caractère, ça fait 0,75 bits par caractère. Et si l'on compare ça avec les 8 bits par caractère utilisés en encodage ASCII, c'est environ 10 fois plus performant. Et il se trouve que la compression avec des LLM est même meilleure que les algorithmes classiques de compression,
bien qu'évidemment plus lente, et puisqu'elle nécessite un LLM pour l'encodage et le décodage. Avant de terminer la vidéo, une petite remarque sur l'entropie et l'entropie croisée. On l'a dit, pour le coût d'entropie croisée, on utilise toujours une distribution P particulière, mais de façon générale, l'entropie croisée marche avec P quelconque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'entropie croisée sera toujours plus grande que l'entropie pour n'importe quelle distribution Q. Évidemment, l'entropie croisée sera égale à l'entropie pour P égale Q. On peut interpréter cela en se disant que l'entropie croisée H de PQ est l'information totale moyenne et qu'elle est composée en fait de deux termes. Le premier, c'est la vraie information moyenne obtenue en observant un événement dans la distribution de P, c'est-à-dire l'entropie H de P. Et le second terme, c'est la surprise apportée par le fait qu'on pense que Q soit la vraie distribution et non P. Et cette surprise, intuitivement, on se dit bien qu'elle doit être positive. On ne peut pas être moins surpris en ayant une distribution fausse en tête. Et on l'appelle divergence KL ou divergence de Kullback-Leibler, et elle mesure une sorte de distance entre les distributions P et Q, et elle s'exprime aussi en bits. Et pour nos modèles de langage, l'entropie n'est pas nulle. Elle est égale à l'entropie de la langue anglaise si les données sont en anglais, qui est estimée se trouver entre 1 et 1,3 bits par caractère. Et oui, par exemple, si on prend la phrase « le chat est dans », il n'y a pas une seule réponse possible, donc même avec un GPT-15, on ne peut pas prédire sans un contexte supplémentaire le mot suivant. Et ça vient donc de cette entropie du texte anglais. Plus le LLM est puissant, plus il va pouvoir se rapprocher de cette entropie sans jamais passer en dessous. Tout à l'heure, on a dit que les LLM peuvent atteindre 0,75 bits par caractère, mais il y a là un peu de surapprentissage, puisque ce n'est pas possible de faire mieux que l'entropie de la langue anglaise. Donc le dataset Text 8, sur lequel ce 0,75 bits par caractère a été atteint, a sûrement été déjà rencontré pendant l'entraînement des modèles, ou bien le type de données présent dans ce dataset est sûrement plus familier pour le LLM que le texte anglais de façon générale. Le domaine de la théorie de l'information a été en grande partie pensé et publié par Claude Shannon en 1948, des travaux qui ont un impact conséquent à l'époque sur des domaines comme la communication. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est ce concept central qui est l'information et qui nous a permis de faire des liens avec l'apprentissage automatique. Comme vous l'avez vu, j'ai introduit le concept d'entropie croisée en se basant vraiment sur le machine learning et en utilisant la notion de surprise pour l'information. Il existe d'autres manières d'introduire ce concept d'entropie croisée, donc je vous laisserai voir sur internet si ça vous intéresse plus. En tout cas, je trouve que cette manière-là qu'on a vue dans la vidéo est plus intéressante d'un point de vue application machine learning avec le coût d'entropie croisée. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, certains voient même la théorie de l'information et le machine learning comme les deux faces d'une même pièce. On pourrait pourquoi pas revenir dans une autre vidéo sur cette idée de compression qui est en lien avec celle de prédiction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, qu'on en discute. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.